Bonjour à tous, bienvenue dans Perspective, l'émission qui prend la politique au sérieux. Ici, on parle des enjeux majeurs pour la France et les Français, loin des polémiques stériles de la politique poubelle. Lors de notre dernière émission, on a vu comment, ces dernières décennies, le processus de transformation du monde en un vaste marché, processus connu sous le nom de mondialisation, s'était avéré un désastre pour la France. On a parlé des délocalisations massives de l'industrie et de la recherche, des agriculteurs ou des entreprises ruinées par la concurrence déloyale, ou de l'appauvrissement de la France qui est allé de pair avec sa tertiarisation massive. On a parlé des conséquences territoriales, des inégalités grandissantes entre une poignée de métropoles et la France périphérique, ou des tensions liées à la concentration de populations immigrées dans des quartiers devenus réservoirs de main-d'œuvre bon marché pour la nouvelle bourgeoisie urbaine. On a parlé du désastre environnemental, de l'effondrement de notre souveraineté et de la destruction de notre patrimoine commun. Et bien sûr, on a parlé de l'ultime échec de la mondialisation, son incapacité, devenue flagrante avec la crise du Covid, à remplir sa promesse initiale d'abondance et à nous préserver des pénuries de médicaments, de composantes informatiques ou encore de matières premières. Bref, on a fait le bilan de 40 ans de mondialisation des échanges, sans doute une belle utopie sur le papier, mais une catastrophe dans les faits. Et sur la base de ce bilan, nous nous sommes accordés sur le fait que si ce n'était en rien la solution miracle à tous nos problèmes, réalisable en un claquement de doigts, il y avait urgence à engager un processus de relocalisation de notre appareil productif, relocalisation de notre industrie, relocalisation de notre agriculture, relocalisation de notre recherche, condition de l'innovation et du développement. Pas une solution miracle, mais une priorité, une orientation majeure à prendre, engageant le pays sur une voie nouvelle, seule manière de traiter les problèmes à la source et de retrouver la maîtrise de notre destin commun en rupture avec 40 ans d'aveuglement politique. Mais une fois cet enjeu affirmé, reste une question essentielle, comment s'y prendre? À l'approche des élections présidentielles, cette question devrait être au cœur du débat public. Elle en est pourtant très largement exclue, et c'est à cette question que l'on va tenter d'apporter des éléments de réponse aujourd'hui. Lors de notre dernière vidéo, on avait vu qu'essayer de combattre le feu par le feu, c'est-à-dire affaiblir notre état social pour espérer attirer les investisseurs, comme l'envisage aujourd'hui un certain président de la République, passer du jour au lendemain de chantre de la mondialisation à champion de la relocalisation par la seule magie du marketing, était au mieux inutile, au pire suicidaire et relevait dans tous les cas de la pure illusion, tout comme relève de l'illusion le projet de substituer à la mondialisation une sorte de mondialisation en plus petit à l'échelle de l'Europe, un projet où la France serait tout autant perdante qu'aujourd'hui, avec simplement la Pologne ou la Lettonie en lieu et place de l'Asie du Sud-Est. Tout cela, nous l'avons évoqué, ne constitue en rien une réponse crédible à la question posée. En fait, une stratégie cohérente, efficace de relocalisation de la production, de réindustrialisation et de réagriculturation de la France repose nécessairement sur 3 piliers. La reconstruction d'un marché intérieur protégé de la concurrence extérieure, le soutien aux entreprises nationales affectées par la réorganisation de l'économie et l'intervention directe de l'État, seul représentant légitime de la volonté collective, dans le processus de production. Une intervention pouvant inclure de simples investissements massifs, la constitution de groupes industriels publics ou semi-publics, mais également la prise de contrôle de la production dans certains secteurs, notamment là où les acteurs privés seraient tentés d'opposer leurs intérêts propres à ceux de la nation. Ces 3 leviers, un pouvoir politique faisant passer le bien commun avant les blocages idéologiques, doit être capable de les manœuvrer sans trembler, conjointement ou alternativement, avec des variations bien sûr selon les secteurs d'activité, leurs spécificités et leur importance stratégique, mais surtout d'une manière réfléchie, planifiée, en suivant une feuille de route et non au gré de sondages ou des lubies du moment. C'est qu'on ne va pas se le cacher, la relocalisation ne va pas se faire en une nuit par une poignée de mesurettes. C'est un chantier qui engage la France sur des décennies, une ambition majeure qui remodèlera en profondeur le visage que 40 années de renoncement ont donné à notre pays. Quand on parle de relocalisation, il s'agit bel et bien de tendre vers le fait que la France soit capable de subvenir à ses besoins, de produire les biens nécessaires à 67 millions de citoyens, de retrouver son autonomie et sa liberté, tout en étant à la pointe de l'innovation pour nous offrir les meilleures perspectives d'avenir.
On ne parle pas de 3 slips made in France mis en avant sur le compte Twitter de l'Élysée, de quelques couteaux forgés à la main dans le Luberon ou d'une cagette de tomates cueillie dans son jardin. L'artisanat, c'est très bien, mais on parle ici de nourrir et d'équiper un pays entier. On parle de millions d'emplois à recréer dans l'agriculture et dans l'industrie sur l'ensemble du territoire. On parle de moyens phénoménaux à déployer, d'un processus qui implique l'engagement de la nation entière et donc un engagement total de l'État, de ses représentants et de ses serviteurs. Donc, pour y parvenir, une stratégie nationale à planifier qui repose sur 3 axes: protéger, soutenir, intervenir. Dans les faits, ça se traduit comment? Déjà, pour chaque secteur d'activité où une relocalisation de la production semble souhaitable, et à plus forte raison là où elle est jugée absolument vitale et prioritaire, il s'agit dans un premier temps de dresser un état des lieux. État des lieux des capacités de production encore présentes sur notre territoire le cas échéant, et état des lieux de nos importations. Sur cette base, il est a priori possible de dresser un panorama précis des acteurs du secteur, mais aussi d'estimer les besoins de la France en termes de consommation annuelle, et donc d'avoir une idée relativement précise du niveau de production nécessaire pour répondre à la demande nationale, donc de la quantité de machines, de matières premières et d'emplois nécessaires à une relocalisation de l'activité. Prenons un exemple. Tout à l'heure, on parlait de slip. En faisant un audit du secteur, on doit pouvoir être en mesure d'estimer la consommation de slips par les Français chaque année, de dresser un bilan de qui fabrique ces slips aujourd'hui, dans quelle région du monde, et donc de voir la quantité de main-d'œuvre, de tissus et de machines qui permettraient demain de produire en France l'intégralité des slips portés par les Français, si nous jugeons cela utile à la collectivité. Ce travail, nous n'allons évidemment pas le faire ici, ce n'est pas notre domaine de compétence, et a priori, l'équipe du fil d'actu ne va pas se retrouver à l'Élysée dans les 6 mois qui viennent. En revanche, des professionnels du secteur du slip, des experts de l'économie du slip et des ingénieurs spécialisés dans la conception de slip devraient être en mesure de l'effectuer et de réaliser cet audit pour le compte de l'État sans trop de difficultés. Une fois ce travail préalable réalisé, une fois déterminés des objectifs concrets en matière de production de slip, que fait-on? Si l'on veut reconstituer une production nationale, il importe de protéger notre marché intérieur de la concurrence déloyale que font peser sur nos entreprises des pays aux exigences sociales et environnementales moins élevées que les nôtres. Cela semble une évidence, mais aujourd'hui, dans de très nombreux secteurs d'activité, une entreprise française ne peut tout simplement pas rivaliser avec une entreprise basée dans un pays où les salariés sont payés 1 euro de l'heure, sans retraite ni assurance maladie, et où l'on autorise des produits à l'effet désastreux pour l'environnement. Avec la mondialisation des échanges, c'est tout simplement à cette situation que nous sommes arrivés, avec des entreprises françaises acculées à choisir entre la délocalisation et la faillite, et contraintes d'imposer aux salariés des conditions de travail toujours plus dégradées. Comment Choubal peut-il proposer des prix aussi écrasés? Tout simplement parce que la main-d'œuvre ne lui coûte pas grand-chose. Une couturière est payée entre 1,20 € et 1,80 € par jour. Rompre avec cette logique, préserver nos entreprises, c'est bien entendu mettre en place des protections douanières, taxer les importations sur les productions que l'on souhaite relocaliser. Le but de ces protections est ici évident, c'est faire en sorte qu'il ne soit plus avantageux de produire dans un pays en développement en compensant par des taxes les différences de prix pour que les produits importés ne coûtent pas moins cher que les produits fabriqués en France. Une protection qui apparaît presque aujourd'hui comme une hérésie pour la doxa économique en œuvre au sommet de l'État, mais qui fait pourtant partie de l'arsenal législatif de base de n'importe quel pays un peu soucieux de ses intérêts. À titre d'exemple, les États-Unis n'hésitent pas aujourd'hui à taxer à hauteur de 25% les produits en acier importés depuis l'Union européenne. Une pratique commune et pour tout dire absolument nécessaire dès lors que l'on souhaite relancer une production nationale, tout simplement parce qu'elle présente un triple intérêt, elle protège nos entreprises en activité, elle permet la création ou le développement d'entreprises nouvelles et elle incite celles de l'extérieur à relocaliser ou à investir sur notre territoire. Sans protection de notre marché, il est illusoire de s'imaginer relancer une production. Si l'on souhaite la relocalisation de nos moyens de production, on ne peut tout simplement pas se passer de telles mesures, et quiconque prétendrait le contraire ne serait qu'un vulgaire escroc masquant derrière de beaux discours sa volonté de continuer à vider la France de ses richesses. Et pourtant, si les protections douanières sont un élément indispensable du redressement national, ça ne suffit évidemment pas.
Au contraire, se limiter à cela nous mènerait à coup sûr au désastre. Les partisans acharnés du libre-échange nous le répètent assez comme ça. Mettre en place du jour au lendemain des mesures pourtant pensées pour protéger nos entreprises, c'est en réalité confronter le pays à des pénuries sur les produits que nous importons aujourd'hui massivement, c'est provoquer une hausse incontrôlée des prix et c'est exposer nos entreprises tournées vers l'exportation à des mesures de restriction. Et il faut rendre justice à ces gens-là, là-dessus au moins, ils ont raison. Du moins, ils ont raison si on se contente de taxer les importations comme ça du jour au lendemain, sans penser la mesure dans le cadre d'une stratégie globale. En réalité, si en finir avec le libre-échange peut effectivement générer des effets indésirables, il est parfaitement possible de limiter drastiquement ces effets, à condition de gérer correctement les choses et, encore une fois, de les planifier un tant soit peu. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les barrières douanières ne sont pas un absolu. Il ne s'agit pas de s'affranchir du dogme du libre-échange pour foncer tête la première dans le dogme inverse en dépit de tout bon sens. Hors de question donc, cela va de soi, de se mettre à taxer d'un coup l'ensemble des marchandises importées. Ce serait complètement contre-productif et pour tout dire complètement idiot. Rompre avec le principe du libre-échange ne signifie pas vivre en autarcie, et la relocalisation n'est pas un processus homogène s'appliquant d'une même manière à l'ensemble des secteurs d'activité. Ce sera plus rapide dans certains secteurs que dans d'autres, et dans certains, cela peut même ne pas se justifier du tout. Par exemple, lorsqu'il est question d'extraction de matières premières dont nous ne disposons pas sur notre territoire, ou d'une transformation de ces matières premières qu'il est plus simple de réaliser sur place qu'ici, pour des raisons objectives. Dès lors, des accords commerciaux avec tel ou tel pays facilitant les échanges de ces biens reste évidemment possible. Simplement, ce n'est plus la règle globale s'appliquant sans distinction au mépris de nos intérêts profonds, mais le fruit d'une négociation spécifique à certains biens menée pays à pays et non plus grande région du monde à grande région du monde. Pas de risque donc de se retrouver du jour au lendemain en pénurie, d'autant plus que dans les secteurs où la relocalisation prend du temps, les droits de douane peuvent venir accompagner une politique de quotas, c'est-à-dire s'appliquer différemment au-delà de certaines quantités de produits importés en fonction des besoins du moment. Mais surtout, même dans les secteurs directement concernés, même dans ceux où l'objectif visé est la reconstitution d'une production intégralement nationale, les mesures de protection douanière ne sont qu'un outil à coupler à d'autres. Oui, non accompagnée, une politique qu'il convient d'appeler protectionniste, peut provoquer une hausse des prix brutale, incontrôlée, impossible à encaisser pour les ménages et entraîner des mouvements de révolte légitimes. Pour une raison simple, produire en France revient effectivement plus cher que de produire au Vietnam ou en Pologne. Si les effets indésirables de la mondialisation pèsent aujourd'hui plus lourd dans la balance que ses bénéfices, il ne faut pas oublier qu'elle en a effectivement eu à court terme sur le pouvoir d'achat des Français, avant de tous les transformer en chômeurs. Et que rompre avec la mondialisation, si ce n'est pas fait de manière réfléchie, c'est comme lorsqu'on rompt avec la mafia. C'est s'exposer à des conséquences brutales, comme nos économistes officiels adorent nous le rappeler sur un ton pas du tout menaçant. Sauf que si les ménages et les entreprises n'ont pas la possibilité d'encaisser le choc, l'État, lui, peut leur donner. Et dans ce contexte particulier, dès lors qu'il est envisagé comme l'outil d'accompagnement d'une réorientation économique majeure et non comme une fin en soi, le soutien aux entreprises prend à nouveau tout son sens et cesse d'être ce qu'il est aujourd'hui, au mieux un cache-misère et au pire un instrument de détournement d'argent public. Si demain l'État assumait une politique de réindustrialisation et de réagriculturation massive, s'il assumait la fin du libre-échange mondialisé, alors dans ce contexte, donner à nos agriculteurs et à nos entreprises, à celles prêtes à revenir, à celles qui seront affectées par les mesures de rétorsion imposées à nos exportations, bref, donner aux acteurs de notre reconstruction économique un boost de compétitivité, leur permettre d'investir massivement, de renouveler leurs machines, de financer leur recherche et leur développement, éventuellement de réorienter leur activité selon les nouveaux enjeux créés, ce serait non seulement totalement justifié, mais aussi absolument indispensable. Mais dans ce contexte seulement, où tous les efforts visant à relancer l'activité industrielle et agricole ne seraient pas réduits à néant par la concurrence de pays aux normes environnementales et sociales proches du néant, et surtout à une condition, que ce soutien massif s'exerce en échange de contreparties. Contreparties en termes de création d'emplois, bien sûr. Ce ne devrait d'ailleurs pas être compliqué en soi dans un contexte où la relocalisation de l'activité représente une priorité nationale,
mais aussi en termes d'exigence sur les marges réalisées. On peut même envisager un blocage des prix sur certains produits, et sur les niveaux de salaire, le but étant, il ne faut pas l'oublier, de permettre aux ménages d'encaisser le choc initial. À cette fin, on n'hésitera pas d'ailleurs non plus à mener des politiques de soutien directes aux ménages. Là encore, le but est de booster leur capacité à consommer et de compenser la hausse des prix. Et dès lors que les principaux biens qui s'en trouveront consommés seront produits sur notre territoire et non plus au bout du monde, ce soutien à la consommation représentera autant d'argent directement injecté dans notre économie nationale. Toutes ces mesures permettront donc, une fois le premier choc passé et encaissé grâce au soutien de l'État, d'entrer dans un cercle vertueux où l'emploi viendra nourrir la consommation, laquelle viendra à son tour alimenter la production nationale. Et cependant, tout cela demeure très théorique, et à vrai dire un poil utopique. Dans les faits, il y a de grandes chances que les choses ne se déroulent pas aussi bien et aussi facilement, car l'échec de la mondialisation l'a confirmé, laisser les marchés se réguler d'eux-mêmes est rarement une bonne idée. Ça ne sera pas leur faire insulte de dire que les acteurs privés de l'économie sont avant tout mus par leur intérêt propre, que leur moteur est le profit, souvent à court terme. Aucun jugement de valeur ici, c'est un simple fait économique, et ce n'est pas juste en changeant la taille du marché que l'on va modifier cela. Sans doute un petit nombre d'industriels se feront les soutiens actifs d'une politique de relocalisation par pur amour de la France, mais il y a fort peu de chances que ce soit là la majorité. D'autres, on espère la plupart, verront sans doute un intérêt à soutenir cette grande réorientation économique, mais certains ne manqueront pas d'opposer leurs intérêts immédiats à ceux de la nation. Les acteurs extérieurs dont la France est aujourd'hui dépendante, dans les secteurs massivement délocalisés, pourront être tentés d'engager le bras de fer avec nous et d'arrêter de nous fournir pour nous forcer à rentrer dans le rang. Des investisseurs internationaux ayant des capitaux dans nos entreprises chercheront à les retirer pour que la valeur de nos entreprises s'effondre. Et même certaines entreprises acceptant l'idée d'un marché intérieur protégé pourraient chercher à avoir le beurre et l'argent du beurre et tenter de gruger les contreparties exigées d'elles. Et dans tous ces cas où le couple protection-soutien ne suffit pas, reste à l'État une dernière carte, celle de l'intervention directe. Monter au capital de groupes industriels, en usant d'un droit de préemption dès lors que l'on parle de groupes à capitaux français, de manière à décider au nom de la collectivité de leurs grandes orientations. Ainsi, nombre d'entreprises, détenues majoritairement par des investisseurs nationaux, passeraient directement sous contrôle de la nation, laquelle pourrait alors, via l'État, engager leur relocalisation, mais également la réorganisation de leur production sur notre territoire. De même, pour les entreprises présentes sur notre sol mais sous capitaux internationaux, on peut parfaitement envisager des mécanismes législatifs permettant à l'État de racheter, ou juste de récupérer, ses parts de manière prioritaire, afin que les machines passent sous pavillon national. Certes, il pourrait en résulter quelques tensions diplomatiques, mais rien d'insoluble. On se souviendra que pour forcer le rachat par General Electric de la branche énergie du groupe français Alstom, les États-Unis n'avaient pas hésité à aller jusqu'à instrumentaliser la justice pour arrêter sur leur territoire un haut cadre du groupe et le laisser pourrir 2 ans dans une prison de haute sécurité. Une hôtesse de l'air me demande de me présenter à la porte de débarquement. La porte s'ouvre, la comité d'accueil est là, 4 agents du FBI qui me menottent, qui me font traverser l'aéroport, qui me mettent dans une voiture banalisée et qui m'amènent au siège du FBI à Manhattan. Là, je suis accueilli par un procureur qui me dit que Alstom, donc mon employeur, ne coopère pas avec la justice américaine, que Alstom est sous enquête depuis plus de 3 ans et qu'ils ont perdu patience et qu'ils ont décidé de taper très fort en m'arrêtant. Et à partir de ce moment-là, ma vie bascule dans l'enfer parce que je suis 24 heures après, je suis enchaîné aux pieds, aux mains et jeté dans une prison. A priori, rien de ce que nous envisageons ici ne serait plus discourtois que ce que nos partenaires nous ont déjà fait subir dans le doux monde du libre marché. Mais surtout se pose la question des secteurs sinistrés où rien de tout cela n'est possible, où la France dépend totalement d'entreprises à capitaux internationaux, basées à l'étranger et produisant à l'étranger. Dans ce cas, le rôle de l'État français sera ni plus ni moins d'investir dans la constitution de groupes industriels nouveaux, à même en quelques années de répondre à la demande nationale. Et c'est ainsi que dans les secteurs souffrant de faiblesses particulières,
Fruit pourri de 40 années d'abandon national, de nouveaux groupes, 100% publics ou semi-publics s'ils s'appuient sur quelques acteurs mineurs préexistants et qu'il est jugé préférable de co-construire avec eux plutôt que de les absorber, pourraient être amenés à voir le jour. L'État, en plus de fixer les règles du jeu, deviendrait alors un acteur économique à part entière, fer de lance du redressement du pays dans nombre de secteurs d'activité, à commencer bien sûr par ceux jugés prioritaires, revêtant une importance stratégique particulière et dont on ne peut prendre le risque de confier la gestion au privé. On pense bien sûr ici à un secteur comme le médicament, mais aussi à la production d'électricité, essentielle au fonctionnement de toutes les autres industries, et sur laquelle on reviendra à ce titre dans une prochaine vidéo. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, il va être temps de conclure. Aujourd'hui, nous avons esquissé ensemble les bases d'un vaste projet de relocalisation de notre appareil productif. Un projet seul à même, à nos yeux, de remettre la France sur les rails, de recréer les millions d'emplois détruits ces dernières décennies, de revaloriser l'ensemble de notre territoire en remettant de l'activité dans nos campagnes, d'arrêter le désastre écologique qu'a été la mondialisation et de retrouver notre indépendance nationale dans des domaines essentiels. Ce projet, nous n'avons fait cependant qu'en décrire les grandes lignes directrices. En dessiner les contours précis prendra bien plus de temps. Nous serons certainement amenés à y revenir prochainement, mais à vrai dire, ce travail ne nous appartiendra pas intégralement. Experts, hauts fonctionnaires, ingénieurs, politiques et bien sûr simples citoyens seront les bienvenus pour dessiner l'avenir de notre pays, en espérant que cette première pierre que nous avons posée ici nous soit utile à tous. Et pour autant, nous le savons, même la pose d'une pierre implique l'existence de fondations. À ce stade de la vidéo, on imagine déjà nombre d'entre vous en train de préparer vos commentaires pour nous expliquer qu'engager la France sur une telle voie n'est pas possible, parce que cela nécessiterait des infrastructures que nous ne possédons pas, parce que cela impliquerait de rompre avec certaines institutions supranationales, ou tout simplement parce que ça coûterait trop cher. Alors si vous y tenez, allez-y, mais sachez que ces 3 objections, parfaitement légitimes, seront au cœur de nos 3 prochaines vidéos de perspective. Car oui, reconstruire une production nationale implique un certain nombre de prérequis, et que ceux-là doivent être évoqués sans tabou dès lors que le bien commun est en jeu. On se retrouve donc très prochainement pour la suite, et si en attendant notre vidéo d'aujourd'hui a permis d'engager un débat sur ces enjeux majeurs, de prendre un peu de hauteur sur les polémiques stupides qui agitent le champ politico-médiatique, c'est déjà une victoire. La politique, c'est du sérieux, et nous méritons mieux que les spectacles désolants qu'elle nous offre à l'heure actuelle. Si vous souscrivez à cette vision, on vous invite cordialement à partager cette vidéo autour de vous et à faire connaître cette nouvelle émission à votre entourage. Si vous aimez notre travail, si vous pensez qu'il sert le débat public, ou tout simplement si vous voulez soutenir le pluralisme de l'information, vous pouvez contribuer au développement de la chaîne en vous rendant sur la page Tipeee du Fil d'Actu, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Aujourd'hui, si le Fil d'Actu est 100% libre et indépendant, et si l'on peut se permettre de lancer de nouveaux projets avec une équipe élargie, c'est uniquement grâce aux tipeurs qui ont choisi de financer la chaîne à hauteur de quelques euros par mois. Donc merci à tous, encore une fois, pour votre confiance et votre appui. Et si vous aussi vous voulez participer à l'aventure, il vous suffit de cliquer sur le lien Tipeee en description de la vidéo et de vous laisser guider. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à nos autres réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, pour ne passer à côté d'aucune de nos nouvelles publications. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu si l'émission vous a plu et à échanger dans les commentaires. Vous pouvez notamment nous dire si vous pensez que la relocalisation de notre production est possible ou si la mondialisation est pour vous un fait irréversible. Jeudi, vous retrouverez Tatiana pour un nouveau Fil d'Actu et nous, on se dit à très vite pour parler ensemble de perspectives.